Merci beaucoup pour l'invitation. Alors je vais revenir à des choses probablement beaucoup plus terre à terre. Peut-être me présenter rapidement. Je suis médecin hospitalier, neurologue. Je travaille temps plein dans une unité de soins intensifs neurovasculaires à la Salpêtrière. Et puis j'ai été amenée, du fait aussi de ma pratique et des questions qui étaient posées par ma pratique, à mener une réflexion dans le cadre d'un master, puis ensuite d'une thèse, autour justement de la question de la décision médicale dans des situations complexes et des situations d'incertitude. Ce que je vais discuter donc aujourd'hui avec vous, c'est partir de deux grandes questions en fait, qui sont posées dans ma pratique médicale. Donc je vais surtout vous exposer des situations de ma pratique médicale, sans doute pour ouvrir la discussion après. D'une part parce que je pense que c'est là où je suis le plus légitime pour parler. Je n'ai pas les connaissances suffisantes dans d'autres domaines. Mais en revanche, ce qui m'a beaucoup intéressé dans les exposés précédents et les échanges qu'il y a eu, c'est, on le sent, la nécessité de ces échanges, de dépasser aussi son champ de compétences pour pouvoir mieux penser chacun nos réflexions dans nos domaines spécifiques. Et c'est cette approche de la complexité aussi qui m'a beaucoup guidée, on va dire, dans mon travail de réflexion et mon travail de thèse en particulier. Alors, la question du progrès dans le champ médical, je voudrais peut-être revenir sur deux petites choses. Il y a la question évidemment du progrès, de la question de la distinction qu'on fait quand même très souvent entre le progrès scientifique et le progrès technique, souvent avec un présupposé qui est celui que le progrès scientifique serait dans tous les cas un progrès plutôt bon, positif, acceptable, puisque c'est aussi surtout le progrès des connaissances, et que finalement la question qui se pose le plus souvent, c'est l'utilisation de ce progrès des connaissances, de ce progrès scientifique dans le progrès technique, dans cette évolution technique, et donc la manière dont ce progrès scientifique peut être utilisé pour un progrès technique, et ensuite la manière dont nous, en tant que professionnels de santé, par exemple, nous allons solliciter ce progrès technique. Comme le soulignait très bien Miguel Benassayag, la question finalement qui est posée très souvent dans cette question du moment de la sollicitation du progrès scientifique et du progrès technique en particulier, c'est celui de la téléologie. C'est la finalité de l'utilisation qu'on va faire, les uns et les autres, dans notre activité médicale, de cette utilisation des progrès scientifiques et de la technique médicale. C'est la question majeure, finalement, puisque pour nous, en tout cas pour la majorité des médecins, la finalité la question qui est posée, c'est la finalité même de nos actes médicaux. Et on va voir justement comment la finalité, c'est ce que je voudrais discuter aujourd'hui, la finalité de nos actes médicaux est questionnée par un certain nombre de limites. Précisément par des limites qui ont été posées, pas des bornes. Je pense que cette distinction est effectivement très importante, et de voir comment on peut penser à travers justement sans doute la réflexion éthique, comment on peut questionner cette finalité de l'acte médical dans une situation où on est soumis à beaucoup de contraintes organisationnelles et de limites. Donc c'est la discussion que je voudrais proposer finalement autour de la question du progrès médical, limite des connaissances. Donc ça, je voudrais y revenir parce que c'est vrai qu'on appuie beaucoup, j'en dirais un mot, la question autour des progrès de l'utilisation du progrès technique et des enjeux que cela peut avoir, ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire la citation de Rousseau autour de... On sait évidemment ce que le progrès peut nous apporter, mais peut-être pas ce qu'on peut perdre. Donc ça, c'est des choses qui sont très souvent discutées, j'en dirais juste un mot, mais aussi aller jusqu'à questionner finalement le progrès des connaissances et l'utilisation qu'on fait de ce progrès, de cette augmentation de connaissances que nous avons, qui finalement n'aboutissent pas forcément à des situations de plus de choix, et donc aussi plus d'incertitude. Les limites de la technique, c'est aussi toute la question autour de la question de l'amélioration, de ce qui est possible, de la qualité de vie, de tous les enjeux qui sont discutés autour de ça. Ça a été dit tout à l'heure, autour aussi des croyances qu'on peut avoir dans ces évolutions techniques. Et puis, je dirais un mot, et je vais même commencer par ça, pour d'emblée poser cette question entre l'articulation entre le progrès et les limites. C'est les limites et les contraintes organisationnelles, par exemple, auxquelles on peut être soumis aujourd'hui,
qui vont jusqu'à interroger la finalité de notre acte médical. Parce que les questions qui sont posées, c'est par exemple la question du lien entre le progrès médical et le progrès des organisations qui aboutissent à un questionnement autour de l'accès aux soins. Nous avons beaucoup progressé dans nos connaissances médicales, fait des propositions qui sont parfois inscrites dans des textes de loi, dans des décrets, donc, qui sont, on l'a vu à quel point d'ailleurs c'était une question politique. Et pour autant, cette évolution du progrès va rencontrer des limites qui sont des contraintes organisationnelles dans notre pratique. Donc ça, c'est le premier point que je vais aborder. Le deuxième point est celui des questions, et qui a fait plus l'objet de mon travail de thèse, des enjeux éthiques qui sont posés autour des choix médicaux quand l'utilisation de la technique peut interroger l'acte médical dans des décisions notamment de limitation et d'arrêt de traitement, dans des situations très graves où ce qui est questionné finalement c'est jusqu'à la valeur de la vie. Alors, je vais parler évidemment, c'est ce que je vous dis, revenir à des choses très terre à terre, vous parler surtout de ma pratique et de ce que nous rencontrons, nous, en tant que neurologues, plus spécialisés dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. La prise en charge de ces patients, ces dernières années, a subi ou a bénéficié, on va dire, d'une révolution majeure, une révolution thérapeutique majeure. Révolution en termes d'organisation qui s'est beaucoup finalement faite du fait de progrès médicamenteux. Ça aussi, ça peut être questionné, ce qui a permis de structurer la prise en charge de ces patients ces dernières années, alors que c'était un problème de santé publique depuis longtemps. Ce qui a permis de structurer cette prise en charge, ça a été le progrès médical en lui-même, c'est-à-dire le progrès d'évolution de nouveaux médicaments qui ont rendu possible certaines améliorations dans la prise en charge de ces patients. Et en fait, cette évolution, ces nouveaux traitements ont permis de structurer l'organisation de la prise en charge. Et je vais vous montrer justement ce que ça a permis et quelles sont aussi les limites de tout ça. Donc ça a été surtout une question autour de l'organisation, des progrès autour de l'organisation, mais qui va poser évidemment des problèmes d'accès aux soins. Donc c'est ce que je vais discuter autour de la question entre idéalisme et réalisme, et discuter des enjeux éthiques justement autour de ces problèmes-là. Et puis dire un mot donc, dans ma deuxième partie, comme je l'ai dit, autour de la question de la décision médicale. Alors, juste un petit mot pour peut-être situer le propos. L'accident vasculaire cérébral, c'est une pathologie cérébrale aiguë qui se caractérise soit par une occlusion d'une artère, soit par une rupture d'une artère, qui survient de façon très brutale, qui est très imprévisible, donc qui ne peut pas être prédite dans sa survenue, et qui est quand même une pathologie grave, puisque c'est la première cause de handicap acquis chez l'adulte, c'est la première cause de mortalité chez la femme et la troisième cause de mortalité dans la population en France. Donc c'est un enjeu de santé publique majeur, c'est 150 000 nouveaux cas par an en France, et puis des patients dont la gravité est importante, puisqu'on estime qu'environ 20% des patients vont décéder au cours du premier mois. Donc il y a un certain nombre de questions qui se posent dans la prise en charge aiguë de ces patients, à la phase toute aiguë. Ça sera la deuxième partie de mon propos. Alors, ce qui est important, heureusement, en tout cas, c'est qu'il y a une note d'optimisme qui a été permis aussi par le progrès médical et le progrès des organisations, c'est que la prise en charge de ces patients, surtout dans les premières heures, a permis d'améliorer de façon majeure le pronostic de ces patients, c'est-à-dire l'évolution des patients, tant en termes de mortalité qu'en termes de handicap. L'existence de structures très spécialisées, qu'on appelle les unités neurovasculaires, permettent de réduire de moitié la mortalité, d'un tiers le handicap, et quel que soit l'âge ou la gravité. Il y a des traitements spécifiques donc, qui permettent de déboucher les artères, je ne vais pas insister très précisément là-dessus, mais qui sont accessibles pour des patients qui arrivent vraiment dans les premières heures, auxquels s'est ajoutée depuis début 2016, la possibilité en plus, qui améliore encore le pronostic, d'aller chercher le caillot avec des moyens techniques encore plus évolués. Bref, ce petit mot d'introduction pour vous dire que cette évolution du progrès dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux a été initiée au début des années 2000 avec l'idée que, puisque ces traitements, en fait, notamment la thrombolyse,
avait montré son efficacité à la fin des années 90 dans des études américaines. Il y a eu une première circulaire en mars 2007, et puis avant, en 2001, vraiment avec une volonté politique de développer ces unités neurovasculaires en France. Il faut savoir qu'au début des années 2000, il y en avait une vingtaine. Maintenant, on est à plus de 110, donc il y a eu une volonté politique très forte, un plan AVC 2009-2014 qui a permis de structurer cette prise en charge. De nombreuses études ont montré le bénéfice, c'était vrai en France comme ailleurs, donc cette évolution finalement a été tout à fait similaire dans les différents pays qui ont la possibilité d'organiser les soins de cette façon. Alors les enjeux, je vais aborder justement un premier point. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'organisation de la prise en charge, ce qui améliore l'organisation de la prise en charge, c'est aussi tout un parcours de soins du patient. Et ça a permis aussi de penser probablement un peu différemment l'organisation par rapport à ce qui était fait avant. C'était qu'on a une organisation de l'amont jusqu'à l'aval, c'est-à-dire la prise en charge dès le début par les premiers secours. Et ça va même avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis en place aussi de nombreuses campagnes d'information pour que les patients, les proches des patients soient bien sensibilisés autour des signes d'accidents vasculaires cérébraux pour pouvoir permettre la prise en charge la plus rapide, l'admission en unité neurovasculaire et ensuite la prise en charge de ces patients dans des structures d'aval pour une rééducation, pour ceux qui vont nécessiter évidemment d'une rééducation du fait de la persistance d'un handicap. Alors, ce qu'il faut voir, c'est voilà déjà une des premières limites. Donc, des progrès majeurs, un bénéfice largement démontré, mais des soucis qui se posent, des limites, on va dire, plus exactement, qui se posent et qui vont poser des questions éthiques, qui se posent dès ce problème cette étape de l'organisation, puisqu'il y a une question de l'accès aux soins pour tous les patients. Actuellement, en tout cas au moment du premier plan AVC en 2009, 20 à 25% des patients seulement pouvaient avoir accès à cette prise en charge organisée. En 2014, c'est les derniers chiffres, on est à 50%, et pour autant, nous avons des recommandations très claires, c'est-à-dire que tous les patients bénéficiant de ce type de prise en charge devraient pouvoir accès à ces soins. Donc on voit bien qu'on est dès le début dès qu'on commence à penser rien que l'organisation dans une situation qui est une situation de contrainte, de limite, et qui va amener à ce qu'on appelle de façon assez peut-être pas très heureuse, mais la question du triage qui est utilisée aussi d'ailleurs dans le terme anglo-saxon, qui est un terme anglo-saxon et qui est en fait un questionnement autour de l'allocation de ressources rares et qui va poser un certain nombre de questions. Donc pour vous dire que oui, on a des progrès médicaux aujourd'hui, mais qui vont poser des questions, notamment sur la question de l'accès aux soins et d'équité sur l'accès aux soins. Donc c'est ce que je disais, les recommandations qui sont très fermes et qui n'ont pas été re-questionnées par nos politiques, donc c'est une question politique, je pense que c'est vraiment important. Les recommandations, c'est que tous les patients à terme devraient être admis en UNV sans discrimination d'âge ou de gravité. Donc on nous propose cette prise en charge en sachant qu'aujourd'hui, actuellement, au moment où je vous parle, nous sommes dans une situation où nous n'avons pas la possibilité d'accueillir tous les patients. Donc il y a évidemment un tri qui se fait des patients, comme ça se fait dans des situations de médecine de catastrophe ou de médecine de guerre, finalement. Et je pourrais dire à peu près de la même façon, parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est pensé en France. Ça l'est dans d'autres pays, mais en France, la question de l'allocation des ressources rares n'est pas posée de façon, alors je vais dire des choses très politiquement incorrectes, mais c'est souvent dans les colloques d'éthique qu'on peut le faire, mais finalement, ce n'est pas quelque chose de discuté. Je pense que c'est un élément qui est important, de façon publique, probablement de discuter. C'est comment est-ce qu'on peut penser cette question du rationnement, puisqu'on est dans une situation de rationnement. Alors, il y a un certain nombre d'approches qui ont été proposées, sur lesquelles je vais discuter un tout petit peu. Alors on peut aussi se poser la question finalement dans une situation de ressources rares, situation qui a été largement discutée et qui est passionnante pour ceux que ça intéresse, au sujet de la réanimation. Depuis toujours, vous savez sans doute, la réanimation, c'est-à-dire la possibilité de prendre en charge des patients avec des techniques très sophistiquées, notamment de la ventilation mécanique depuis les années 70. Ce sont des ressources extrêmement coûteuses et qui aujourd'hui ne sont pas accessibles non plus à tout le monde. Et il y a beaucoup de réflexions autour de savoir à qui on peut faire profiter de cette ressource rare.
Donc on peut aussi se poser la question, comme ça a été posé pour la réanimation finalement, c'est est-ce que le bénéfice de l'unité neurovasculaire, elle est vraiment la même pour tous? Alors du coup, il y a eu des études qui ont été faites, c'est une littérature incomplète, on voit apparaître quelques études où on dit peut-être les patients les plus âgés, alors on va commencer à stigmatiser, mais souvent les patients les plus âgés, c'est ceux qui bénéficient le plus parce qu'ils sont les plus fragiles. Donc là, on va voir aussi comment est-ce qu'on peut penser l'allocation d'une ressource, est-ce qu'on propose à celui qui est le plus fragile, à celui qui peut le plus en bénéficier, à celui qui a le plus d'années de vie à vivre, etc. Vous voyez les questions éthiques qui sont posées, donc dans des situations, encore une fois, de limites et de contraintes. Donc effectivement, ces contraintes extérieures influencent nos choix d'admission sans qu'on en soit vraiment acteur, j'allais dire, de ces critères sur lesquels on va s'appuyer. Caractère qui peut être limité et qui est variable aussi dans le temps et selon le territoire considéré. En soi aussi, ça c'est une injustice profonde, c'est-à-dire qu'évidemment, c'est une évidence, ça a été montré dans certaines études aux États-Unis, il n'y a évidemment pas la même chance quand on arrive dans tel ou tel département ou qu'on habite dans telle ou telle région, c'est une réalité, mais c'est peu dit dans les études médicales. J'entends dans les études qui sont publiées dans la littérature. Et puis, il ne faut pas se cacher des contraintes qu'on a actuellement, qui sont de plus en plus fortes au niveau des centres hospitaliers, pour les médecins qui sont dans la salle. Nous sommes de plus en plus contraints de respecter un certain nombre de choix qui sont faits par nos administrations, avec une incitation très forte à l'efficience des services hospitaliers, des durées de séjour dont on nous demande qu'elles soient le plus courte possible, des actes médicaux et techniques qui doivent être de plus en plus importants, puisque c'est ce qui valorise aujourd'hui finalement les séjours hospitaliers. Et alors si ça augmente peut-être, ça pourrait sembler augmenter les dépenses de la sécurité sociale, comme c'est à enveloppe constante, ça n'est pas le cas, c'est qu'en réalité, ça a surtout vocation à financer l'hôpital. Bon, à la fin, on peut s'interroger sur effectivement de quel argent parle-t-on et comment est-ce qu'on peut répartir ça, mais c'est une question récurrente. Et puis, juste dire un mot aussi par rapport à la question de cette allocation de ressources rares, à ce triage, au choix qu'on est contraint de faire dans des situations où on nous a permis, encore une fois, ce progrès a permis de prendre en charge des patients de mieux en mieux. Eh bien, il y a aussi des facteurs qui sont des facteurs humains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu plusieurs études en réanimation, notamment qui sont tout à fait intéressantes. Celle de Maïté Garouste, qui travaille qui travaille à Saint-Joseph, avait fait une étude assez remarquable et qui avait bien montré, comme ça a été montré dans d'autres études américaines, qu'il y avait des facteurs, peut-être ça paraît une évidence, mais je trouve ça toujours bien d'enfoncer des portes ouvertes, c'est que l'admission ou non, le refus ou non de certains patients, c'était lié à la personnalité du médecin lui-même, à certaines dimensions psychologiques, à un certain nombre de facteurs, et c'est comme ça. Voilà, c'est quelque chose dont on peut pas se départir. Alors, comment est-ce qu'on peut penser cette question autour du rationnement, de choix contraints, d'allocation de ressources rares, dans un contexte où, évidemment, on en a parlé un petit peu tout à l'heure de ces conflits, on parlait de la liberté, de l'intérêt individuel versus collectif. Comment est-ce qu'on peut penser au mieux l'intérêt individuel avec l'intérêt collectif? Finalement, c'est la question qui nous est posée aussi, nous, en tant que soignants, même dans ces choix au cas par cas. Donc, comment est-ce qu'on peut penser justement, quels sont les critères sur lesquels on va s'appuyer? Alors, on dit souvent que c'est autour de critères médicaux, mais comme je viens de le souligner, finalement, les choix que nous sommes amenés à faire ne dépendent pas que de critères médicaux. Et je pense que c'est ça qui me semble intéressant à discuter aussi aujourd'hui avec vous, c'est de voir un peu tous les critères, tous les éléments sur lesquels nos décisions, finalement, sont basées et qu'est-ce qui peut aussi influencer, finalement, ces décisions médicales. Alors ça a été pensé, c'est une littérature du coup que j'ai trouvée tout à fait passionnante, qui a été pensée par nos collègues, alors principalement nos collègues anglais et américains, dans justement cette question très importante qui est évidemment les ressources financières, économiques des pays n'étant pas illimitées, il va falloir se penser en fait finalement l'allocation de ces ressources rares, et c'est toute la question autour de la justice distributive, quels sont les principes sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir penser ça, et alors
Alors, il y a effectivement 3 grandes approches, on va dire, qui sont pour chacune intéressantes, mais jamais satisfaisantes, et qui ne permettent pas, évidemment, de répondre à la question totalement. Il y a une approche qui est très développée, en tout cas qui a été proposée, on va dire, en Angleterre, qui est une approche plus utilitariste, autour d'une question qui est finalement un questionnement autour du coût-utilité, c'est la question des qualis. Donc en fait, c'est principalement lié au pronostic. L'idée, c'est qu'on va attribuer la ressource à celui qui a la meilleure qualité de vie et durée de vie possible dans une situation donnée qui est normée. C'est quelque chose de très normatif au départ, c'est-à-dire qu'on a décidé ce qui était le bien déjà, de base. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on considère être le bien pour un patient, c'est tant d'années de vie avec une certaine qualité de vie, donc quelque chose de très normatif. Et une fois qu'on a décidé ça, alors on attribue la ressource de cette façon-là. Ensuite, il y a une approche qui est probablement celle qu'on utilise finalement en France, qui est une approche un peu dite d'approche égalitariste, où c'est premier arrivé, premier servi. Mais on peut évidemment s'interroger sur le côté éthique finalement. Est-ce que ce sont des décisions qui sont vraiment à chaque fois dans l'intérêt des patients? Et puis il y a des approches, notamment qui sont développées beaucoup aux États-Unis autour du prioritarisme, c'est-à-dire de dire finalement, on va proposer la ressource aux patients qui peuvent être les plus vulnérables, les plus âgés, ou ceux qui vont pouvoir le plus en bénéficier. Moi, j'avais assisté à une conférence remarquable au moment de la grippe aviaire aux États-Unis, un congrès de bioéthique où on avait Childress qui discutait de la façon dont il allait falloir répartir les ventilateurs mécaniques en cas d'épidémie de grippe aviaire. Alors c'était fascinant parce que j'ai plus les chiffres, donc je vais dire des bêtises, mais on avait peut-être, on va dire, 100 000 ventilateurs mécaniques disponibles sur le terrain américain. Il en faudrait 250 ou 300 000 en cas d'épidémie de grippe aviaire. Et donc tout ce qui était discuté, c'était qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le propose aux plus vulnérables, à ceux qui sont les plus fragiles, à ceux qui au contraire ont une chance de s'en sortir, à ceux qui ont le plus cotisé et qui seront le plus utiles après à la société. Enfin, il y avait des débats absolument passionnants, mais vous voyez où il y avait un questionnement qui était très, très riche autour de finalement quels sont les critères sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour être le plus juste possible dans l'attribution de ces ressources rares. Donc ces nouvelles techniques, elles nous amènent du fait de la limite de leur accessibilité à des questionnements éthiques qui sont absolument majeurs. Et en lui-même, le rationnement est-il éthique? Alors ça, il y a eu tout un débat aussi qui a été proposé sur le sujet. Est-ce qu'en soi, c'est quelque chose même qui peut être discuté d'un point de vue éthique? Puisque ça peut amener, on le voit bien assez rapidement, à une question autour de la hiérarchisation des vies humaines, et donc potentiellement très dangereux. Donc est-ce qu'il vaut mieux le penser, ne pas le penser, le dire de façon explicite? Enfin, vous voyez à quel point c'est complexe, et à quel point, il me semble, ça ne peut pas nous concerner, nous, comme seuls, évidemment, en tant que praticiens de la médecine. Et puis, il y avait d'autres articles qui étaient intéressants, juste pour vous dire aussi, parce que j'avais trouvé ça amusant, c'est que finalement, il y a certains qui pensent, comme McKee et Richardson, qui avaient publié cet article et qui disent de toute façon, quoi qu'on fasse, même si on veut mettre en place des règles de rationnement, des règles d'allocation de ressources rares, il y a toujours quelque chose qui va gripper la machine de ces principes de justice distributive. C'est que, et on le voit en pratique, c'est qu'il y a aussi dans la pratique médicale quelque chose qui est très fort et qui peut aller contre. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des agents rationnels, nous sommes aussi des agents parfois qui réagissent sur le coup de l'émotion, et que du coup, effectivement, quand il y a un patient qui va très mal, on va vouloir le sauver à tout prix, même si c'est totalement irrationnel, même s'il y a quelque chose qui peut être impensable d'un point de vue collectif, mais il y a ce devoir entre, alors moi je l'ai peut-être mal traduit, c'est ce qu'ils appellent la rule of rescue, et qui est peut-être traduit, je ne sais pas, la règle ou le devoir de sauver, mais qui est vraiment intéressant, et en fait c'est vraiment ce devoir impératif de sauver les patients en détresse vitale, et ce qui est intéressant, c'est de montrer, il montrait dans cet article à quel point ça pouvait être aussi des choix politiques, c'est-à-dire qu'il prenait des exemples où l'État américain avait mis des moyens considérables pour aller sauver des personnes qui avaient eu un accident de train sur un chantier, alors que c'était quasi certain finalement qu'il n'y avait aucune possibilité de sauver ces personnes, mais d'un point de vue médiatique, l'idée qu'une société puisse sauver, et on le voit aujourd'hui dans la place que peut avoir l'image du progrès technique, l'image les croyances qu'on peut avoir dans les aspects très, très techniques de notre pratique médicale, et là de la même façon pour les politiques, ces choix très, très
très extrême de sauver à tout prix, finalement, ça met aussi une limite aussi à la question, à l'allocation des ressources rares et à la façon dont c'est pensé. Voilà, donc finalement, ces situations, c'était le premier point que je voulais aborder, ces questions autour de l'accès au progrès médical, finalement, qui est permis aujourd'hui et qui ne cesse de croître, posent des questions, puisque, donc c'est vraiment une question très présente aujourd'hui, puisque nous sommes amenés, effectivement, nous rencontrons des situations de triage qui sont difficiles, qui sont d'autant plus difficiles qu'elles ne sont pas pensées. Hein, je pense que c'est quelque chose qui est compliqué, c'est que on ne l'a pas pensé, on va dire, de façon collective, et ça, moi, il me semble que c'est quelque chose qu'on peut discuter, en tout cas, voilà, tout à l'heure, mais du coup, le praticien se retrouve seul à faire des choix qui peuvent être discutés d'un point de vue éthique, qui nous mettent dans des situations de contradiction et de tension morale majeure, hein, parce que on est vraiment dans des contradictions entre des recommandations et la pratique, et ça, il faut voir, c'est quand même le quotidien, et je vous ai donné cet exemple, mais c'est un quotidien sur tout le reste, même sur l'accès, même sur le temps. Il y a plein de papiers aussi qui s'intéressent à ce que c'est que le micro et le macro-rationnement, mais quel temps on a aujourd'hui? On est contraint aussi dans notre temps de présence auprès des patients, il faut faire des choix, on va passer plus de temps, et tout ça, ça pose des questions, donc il y a vraiment ces contraintes en termes de prise en charge sont vraiment importantes, à mon avis, à penser et à reconnaître. C'est des critères multiples, et ça je vais y revenir sur la deuxième partie que je veux aborder, discuter avec vous. C'est des critères multiples et on ne peut pas dire à chaque fois que c'est juste sur des critères médicaux. Parce qu'on va toujours avancer, notamment dans la littérature médicale, des critères médicaux, et très souvent, surtout dans des situations comme celle-là, ça ne sont pas que des critères médicaux. Et puis on est face à des situations, forcément, quand je parlais de l'accès aux soins et de triage, de dire on va réserver par exemple le traitement au patient le plus atteint, qui a le plus de risques de s'aggraver. Mais sur quoi on se base? Je vais en reparler après. On se base sur la question du pronostic. Qu'est-ce que c'est que le pronostic? On a parlé de la prédiction, sujet absolument passionnant sur lequel on pourrait continuer à parler pendant des heures, mais la question de la prédiction, on est dans de la prophétie. Bien sûr qu'on est dans des situations d'incertitude médicale. Pour autant, la majorité, une grande partie de nos décisions s'appuie sur une part d'incertitude, pour certaines de grandes incertitudes médicales. Pour autant, on doit décider. Ça comporte certaines difficultés, mais c'est possible. La question, justement, c'est de voir comment est-ce qu'on peut l'aborder, et ça, j'en dirai un mot dans ma deuxième partie. Mais voilà, il faut bien se rendre compte, et c'est aussi pour ça que ça n'est pas que sur des critères médicaux que les décisions sont prises. Et puis, vraiment, moi, ce que je trouve peut-être le plus difficile dans ces questions de choix à faire dans des situations où on est des situations de contrainte avec ces limites, qui sont posées, c'est qu'on a quand même très souvent, et ça je pense que la majorité des soignants aujourd'hui malheureusement le ressentent, c'est le sentiment de mal faire. C'est-à-dire que comme on fait des choix qui sont en contradiction, parfois avec nos valeurs morales, en contradiction avec des recommandations, en contradiction avec beaucoup d'éléments finalement, il y a ce sentiment de ne pas faire bien et de ne pas être satisfait de ce qu'on fait, ce qui est problématique quand même pour dans la pratique soignante, pour recommencer chaque jour et continuer à être investi et motivé dans ce qu'on fait. Voilà, donc alors quelles sont les perspectives? C'est vraiment j'espère qu'on aura suffisamment de temps pour pouvoir en discuter. C'est ça, moi, à mon avis, c'est des débats, c'est l'information, c'est un peu plus de transparence, c'est peut-être changer des organisations. Nous, quand on a dit on n'a pas assez de lits aujourd'hui pour accueillir les patients, alors est-ce qu'on augmente le nombre de lits, ou est-ce qu'il faut mieux essayer de donner plus de place, qu'on n'a pas beaucoup fait sur les structures d'aval pour qu'il y ait plus de... Voilà, il y a des choses qu'on a pensé un peu différemment. Aujourd'hui, on a mis beaucoup de moyens dans tout ce qui est très spectaculaire, dans tous les aspects très techniques, de phase aiguë, etc. Moi, je suis la première à le dire, mais ça ne sert à rien qu'on se décarcasse si derrière, il n'y a pas une prise en charge adaptée et si on ne donne pas les moyens aux structures de soins de suite et ensuite, surtout, au retour à domicile, à la prise en charge, aux grands services de prise en charge pour des patients lourdement handicapés. Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux là. J'aurais soulevé, je pense, pas mal de questions et de problèmes. C'est des enjeux, c'est des choix sociétaux, c'est des choix politiques et qui méritent, à mon avis, d'être discutés, ouverts. Et c'est vraiment le lieu de ce type de séminaire et de colloque. Et je remercie encore vraiment vivement
l'espace éthique pour permettre ces échanges-là. Moi, pour y participer depuis des années, j'en profite de faire une petite pause avant ma deuxième partie. Mais je pense que c'est un élément absolument majeur qui permettent de nourrir la réflexion, et évidemment avec l'espoir, parce que je reste quelqu'un d'optimiste fondamentalement, mais d'améliorer les pratiques, et que ces échanges sont absolument majeurs. Donc le deuxième point que je voudrais aborder par rapport à ma pratique médicale, c'est finalement la question tout aussi complexe, vous allez voir, mais qui pose d'autres questions. Donc comme ça, j'aurais encore donné un peu plus de peut-être d'éléments à la discussion. C'est la question peut-être plus classique qui est finalement jusqu'où aller dans des situations graves en médecine, et en particulier, encore une fois, comme c'est ma pratique, je vais parler de ce que je connais, qui est la prise en charge parfois très poussée dans des situations d'accidents vasculaires cérébraux très graves, avec des situations où il y a des risques de handicap très sévères. Il y a un questionnement qui peut être posé, qui n'est quasiment pas, à ma grande surprise. Je vous ai dit, c'est un enjeu de santé publique, 150 000 nouveaux cas par an en France, la première cause de handicap, troisième cause de mortalité. Et pour autant, très peu d'études, parce que ça n'est pas des études qui sont valorisées dans la littérature médicale, mais très peu d'études, voire aucune étude sur la question des limitations et d'arrêt de traitement dans ces situations. C'est-à-dire, quel questionnement on pourrait avoir autour de la proportionnalité des soins dans des situations très graves. Les situations qui se posent d'emblée, très souvent, c'est la question, ce que je disais tout à l'heure, c'est la non-admission en réanimation. C'est que dans des situations très graves, dès le début, les pompiers, le SAMU peuvent prendre la décision de ne pas proposer un patient en réanimation. Très souvent, on va prendre un exemple, mais des patients très âgés qui sont dans un coma, qui ont fait un accident très grave et qui sont même pas proposés. C'est-à-dire qu'il y a même un évitement dans la proposition. On se dit, de toute façon, il va être refusé, il n'est pas proposé. Donc ça aussi, ça peut poser question. Et puis ensuite, plus classiquement, des patients qui sont admis dans nos unités, la question, c'est dans des situations assez graves, c'est est-ce qu'on va mettre en route ou pas une réanimation? Quels sont les critères autour justement de ces décisions médicales? Est-ce qu'on ne va pas débuter ou arrêter certains traitements, voire aller jusqu'à arrêter un support artificiel qui peut être une ventilation mécanique, donc un appareil qui permet le maintien de la vie avec une ventilation mécanique, mais ça peut aller jusqu'à l'arrêt de nutrition et hydratation artificielle qui sont permises par des sondes gastriques ou des sondes de gastrostomie, donc des éléments, des dispositifs techniques que permet la médecine et qui peuvent à un moment en tout cas être discutés mais qui posent énormément de questions du fait aussi de la symbolique de la nutrition et hydratation artificielle. Voilà, donc ce que je voulais juste plutôt discuter là maintenant, c'était la question des critères finalement autour de ces décisions médicales pour montrer à quel point ces critères aussi sont complexes et à quel point il me semble essentiel justement de prendre en compte la complexité, comme ça a été un peu abordé aussi par les interlocuteurs précédents. Alors, juste pour dire un mot sur la question de l'AVC et de la réanimation, encore une fois, désolé, quelques éléments médicaux, mais parce que je pense que c'est important de resituer l'histoire, c'est que, en gros, c'est quand même pas une situation très rare que de discuter la réanimation chez ces patients, ça serait discuté dans 20 à 30% des cas, mais ça n'est mis en place, donc c'est pour vous dire, c'est quand même dans un certain nombre de cas fréquents, on va dire, ça n'est mis en place que dans 5 à 8% des cas, du fait quand même dans les études d'un pronostic très sévère, dans les études c'est 50 à 90% de mortalité pour les malades qui sont admis en réanimation, et puis des séquelles lourdes. Alors la façon dont les séquelles sont définies sont très variables dans la littérature, ça pose beaucoup de questions, je vais en dire un mot. Mais voilà, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a quand même encore beaucoup de controverses sur le fait de savoir si finalement il y a un bénéfice de la réanimation. Est-ce que cette technique lourde et coûteuse peut apporter quelque chose aux patients en termes de qualité de vie. Et autour de la qualité de vie, ce qu'on entend souvent comme argument, et c'est ce que je vais essayer de discuter aussi, c'est la question finalement... Pourquoi on ne le mettrait pas en route? Parce que ça serait le plus souvent au nom d'un handicap considéré comme inacceptable. Notion qui est souvent avancée sans être du tout interrogée et qui, à mon sens, évidemment, pose un certain nombre de questions qui méritent d'être discutées. Juste dans ce que je vous disais, ça c'est pour passer très rapidement, mais globalement, rien du tout dans la littérature médicale, ce qui est quand même très étonnant, je trouve, sur la question des limitations et arrêts de traitement. Ce n'est pas anecdotique, parce qu'il y avait une petite revue de la littérature. Aux États-Unis, c'est 50 000 décès par an
de 50 000 personnes qui décèdent à la suite d'une ce qu'on appelle une extubation en réanimation, donc de patients à qui on enlève la machine de ventilation à la suite d'un accident vasculaire. Donc ce n'est pas tout à fait exceptionnel. Par contre, ce qu'il y a plus aux États-Unis, parce que ça c'est dans la mentalité américaine du fait du Self-Determination Act, et qu'il y a une position importante autour de l'autonomie des patients, c'est que sont notés dans les dossiers médicaux les consignes de non-réanimation. C'est-à-dire que quand on arrive dans un hôpital américain, on est amené à se déterminer pour savoir ce qu'on voudrait ou ce qu'on ne voudrait pas en cas d'aggravation, et notamment la question de la réanimation. Et là, j'avoue que j'avais été assez surprise. On estime qu'environ pour un tiers des patients qui sont admis pour un accident vasculaire, il y a des consignes de non-réanimation, consignes qui sont prises dans la majorité des cas dans les 24 heures, et ça c'est tout accident vasculaire confondu, pas seulement les patients graves. Donc je vous dis juste ça pour vous dire que c'est quand même des situations qui sont un tout petit peu connues mais peu discutées. Il y a une seule étude qui s'est intéressée à la question finalement des critères qui étaient associés à ces consignes de non-réanimation, et elle me paraît intéressante à discuter là, parce qu'en fait elle a montré des choses auxquelles on s'attendait, c'est-à-dire que les malades pour lesquels on va décider de ne pas finalement de pas mettre en route de réanimation en cas d'aggravation, c'est des patients qui sont plus graves, plus âgés, avec une autonomie limitée avant. Donc ça, c'est des choses auxquelles on pouvait s'attendre. Mais aussi, en fait, ce qu'a montré cette étude, qui était une grosse étude, c'était 8000 patients sur 40 hôpitaux américains, dans les urgences d'hôpitaux américains. En fait, ce que cette petite étude, enfin ce que cette étude a montré, c'était que de façon indépendante, finalement, ce qui allait déterminer la décision de non-réanimation, c'était l'endroit où vous arriviez, indépendamment de la gravité. En fait, ce qu'ils ont montré dans cette étude, c'est qu'il y avait plus de consignes de non-réanimation dans certains hôpitaux, et notamment dans les hôpitaux où il n'y avait pas un accès technique à la radiologie, alors interventionnelle, enfin à des techniques, justement, encore une fois, à la question de la technique médicale qui va peut-être permettre de faire plus, et dans des hôpitaux où il n'y avait pas de chirurgie. Donc finalement, ce que soulignait cet article, encore une fois ça a enfoncé des portes ouvertes, mais c'est très rare que ça soit évoqué comme ça dans les articles médicaux, c'est qu'il n'y avait pas que des critères médicaux qui déterminaient les choix de non-réanimation, il y avait aussi des choix de contraintes organisationnelles posées du fait de la limite de l'accès à la technique. Donc ça c'était quand même un élément intéressant, en tout cas moi forcément comme c'était une question qui me taraudait, j'avais trouvé cet article particulièrement intéressant pour ce point-là. Alors je vais dire un mot de la question du pronostic, parce que je parlais tout à l'heure du progrès, peut-être de la distinction qu'on peut faire entre le progrès scientifique et le progrès technique. Progrès scientifique qui serait un progrès des connaissances qui nécessitent d'être interrogées également. Très souvent, c'est finalement, on ne va pas trop interroger cette notion de connaissance. En tout cas, dans la pratique médicale, elle est rarement interrogée. On parlait aussi de quelque chose d'assez linéaire, d'une évolution assez linéaire dans le progrès. De la même façon, il y a parfois une espèce de linéarité, ou en tout cas d'absence d'interrogation sur certaines données médicales, où il est affirmé que le pronostic est ainsi et pas autrement, alors sur des données qui sont quand même effectivement éminemment questionnables. Alors je vais quand même en dire un mot en vous prenant un exemple, parce que ça me semble particulièrement important, pour revenir après assez rapidement sur les autres critères qui peuvent déterminer ces décisions médicales très complexes d'accès ou non à des techniques de réanimation pour ces patients qui ont un risque de handicap lourd. Très rapidement, il y a un certain nombre d'études sur le pronostic des accidents vasculaires, on a besoin de plus de connaissances, donc ça je passe très rapidement, mais globalement ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans les biais majeurs qu'on a dans la littérature, quand même, si vous dire un mot, parce que moi je pense que ça doit être questionné, c'est que par exemple la question du mauvais pronostic est définie a priori, c'est-à-dire qu'on va dire, voilà, quels sont les patients qui ont un mauvais pronostic dans telle ou telle situation. En fait, on va déterminer a priori ce qu'on considère comme le mauvais pronostic. Dans ces situations-là, des études qui étaient conduites en réanimation, le mauvais pronostic, c'était un patient qui ne retrouvait pas une autonomie complète. Alors, voilà, l'expérience qu'on a, nous, dans la prise en charge de ces patients qui font des gros accidents vasculaires, c'est qu'ils vont garder un handicap. Pour autant, est-ce que c'est un mauvais pronostic? Est-ce qu'on peut déterminer a priori que c'est un handicap inacceptable, que c'est une catastrophe de marcher avec une canne, d'avoir un besoin d'une tierce personne, etc. Ça n'est pas questionné du tout, mais du coup, ça s'est utilisé comme ça. C'est-à-dire qu'on considère a priori que le mauvais pronostic, c'est l'absence de retour à une autonomie antérieure. Parce que ça, c'est des critères qui sont habituellement utilisés par les réanimateurs
réanimateurs, qui voit souvent arriver des malades très très graves et qui, dans une partie des cas, en tout cas, les patients vont pouvoir ressortir presque comme ils étaient avant. Ce n'est pas le cas dans les situations neurologiques où malheureusement il y a des lésions cérébrales qui vont déterminer un certain nombre de handicaps. Mais c'est important parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas questionné. Donc on va considérer que tel ou tel patient qui arrive avec tel ou tel critère, avec un coma, avec tel ou tel type d'hémiplégie, etc., va avoir un mauvais pronostic, c'est-à-dire une évolution défavorable, mais l'évolution défavorable en elle-même, encore une fois, est définie a priori, ce qui pose un certain nombre de questions et donc évidemment qui biaise de façon majeure les études. Je pense que c'est vraiment très important de le connaître. Je vais prendre juste un exemple aussi pour montrer à quel point certaines études et certaines connaissances médicales, des connaissances scientifiques qui continuent, heureusement, il y en a encore besoin de plus en plus, c'est pas du tout pour critiquer les connaissances en elles-mêmes et de dire qu'il ne faut pas continuer à produire ces connaissances, mais elles ont des biais et des limites. Je vais prendre un exemple très clair, enfin très caricatural, qui est celui des hémorragies cérébrales. Les hémorragies cérébrales, c'est ces accidents vasculaires qui sont liés à une rupture d'une artère dans le cerveau, qui peuvent déterminer parfois des volumineuses hématomes, donc des volumineux hématomes au niveau cérébral, avec une mortalité qui est connue depuis plusieurs années, maintenant, moins 20 ans. On sait que c'est à peu près 30 ou 50% de risque de décès à un mois. Il y a eu des critères, alors vous voyez, ça c'est pour vous donner un exemple, on sait que selon l'âge, le niveau de conscience, le volume, etc., on peut déterminer le risque de mortalité sur des populations et après on va l'utiliser au niveau individuel. Ça c'était en 2001, ça a été un score qui a été très utilisé aux États-Unis et en même temps, il y avait une petite étude qui sortait en 2001 et qui pose plein de questions parce qu'il y a beaucoup de données pour montrer un peu les biais qu'il y a dans nos connaissances médicales. Cette petite étude, c'était celle de Becker. J'en dis un mot parce que c'est la première qui a été d'ailleurs publiée dans le champ de la médecine sur le sujet. C'était de s'intéresser finalement à la cause de mortalité des hémorragies cérébrales. On a dit, ok, finalement, quand on est plus âgé, quand on a un plus gros hématome, on décède. Mais en fait, on décède plus quand il n'y a pas de mise en route de réanimation. C'est-à-dire que ce qu'ils ont montré, c'est que, évidemment, l'action médicale en elle-même avait un rôle majeur dans le pronostic du patient. Je ne vous apprends rien, mais c'est ce que Becker a du coup réutilisé. C'est une notion qui avait été décrite par le sociologue américain Merton, qui est celle de la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'à partir de cette croyance que les médecins avaient que le patient allait décéder, conduisait à évidemment une attitude médicale de moindre escalade thérapeutique, du coup qui conduisait au décès, et donc la prédiction initiale faite par le médecin était la bonne, le malade décédait. Donc ce cercle des prophéties autoréalisatrices, pourquoi il me semble important à connaître pour nous dans notre pratique? Pour deux raisons. La première, c'est que les études médicales, pour une grande partie, sont biaisées. Et moi, ça fait des années, c'est vraiment une question qui m'avait intéressée. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les dernières recommandations de l'American Heart Association, donc qui fait les recommandations sur la prise en charge des AVC aux États-Unis, mais en fait qui sont utilisées dans le monde entier, prend en compte cet élément maintenant et dit, oui, il y a des biais dans les études pronostiques et donc ça peut justifier une réanimation d'attente au départ parce qu'il y a effectivement ce risque des prophéties autoréalisatrices. Donc c'est quand même quelque chose qui est une notion, vous voyez, qui n'était pas du tout une notion médicale au départ, mais qui aujourd'hui peut être intégrée. Donc je trouve que ça fait partie des choses qui sont intéressantes dans l'évolution des connaissances. Donc cette question du rôle finalement de la prédiction, vous voyez, de cette croyance qu'on peut avoir du décès du patient et de l'action médicale, dans l'action médicale et donc dans le pronostic lui-même du patient est un élément majeur. C'est des choses donc sur les prophéties autoréalisatrices qui ont été publiées un petit peu après dans des très grands journaux médicaux, notamment en réanimation, où pourtant il y a des scores pronostiques hyper complets, hyper élaborés. Et en fait, ce qu'avait montré Deborah Cook, qui est une réanimatrice canadienne, c'est que plus que les scores de réanimation qui sont hyper précises, qui prédisaient le mieux le décès des patients en réanimation, c'était la croyance que le médecin allait avoir du risque de décès et donc la mise en route ou non de certaines techniques de réanimation. Voilà. Donc ça, c'était juste pour mettre un peu de doute, en tout cas dans la question des connaissances médicales et aussi justement dans cette question autour de la pratique médicale et de la décision médicale. Bon, ça je vais passer là-dessus. Deuxième point, pour la question de ces décisions dans des situations de risque de handicap sévère, ce dont on parle finalement, c'est de limiter ou d'arrêter des traitements au nom d'un handicap qui serait inacceptable. Alors, parler de l'inacceptabilité du handicap, ça veut dire évidemment de s'interroger par rapport au patient lui-même, ce qui n'est pas toujours pensé comme ça.
évidemment, c'est un a priori évident que c'est au nom de l'acceptabilité pour le patient, mais qui le détermine? Alors j'insiste toujours, ça c'est plus pour mes collègues à chaque fois, notamment en réanimation, mais il y a un certain nombre de patients, pas beaucoup, mais pour lesquels on peut essayer de recueillir leur avis. Même si c'est des situations brutales, il y a des patients qui sont parfois conscients, il y a des situations très particulières comme les locked-in syndrome, où les patients peuvent tout à fait être, avec qui on peut tout à fait discuter. C'est très long, c'est très compliqué parce qu'ils ne peuvent pas parler, etc. On a d'autres modes de communication, mais c'est possible. Et ça, dans des enjeux aussi importants qu'un arrêt de traitement, ça paraît difficilement, on peut difficilement s'en passer, on va dire. Il y a la possibilité, alors ça, j'aurais pas le temps de m'étendre, mais vous savez, et la nécessité de rechercher des directives anticipées, c'est-à-dire donc ce dispositif législatif qui nous permet de nous positionner par rapport à ce qu'on voudrait ou ce qu'on ne voudrait pas. Bon, ça pose plein de questions parce que c'est probablement très difficile de savoir ce qu'on voudrait, ce qu'on ne voudrait pas quand on n'est pas en situation de handicap, la place de la personne de confiance et puis bien sûr la place des proches dans ces décisions-là. C'est absolument majeur puisque c'est les proches qui vont accompagner des patients très lourdement handicapés, donc ils ont un rôle absolument majeur. Et puis, évidemment, il y a un rôle du médecin qui lui-même, dans la façon dont il va communiquer les informations à la famille en particulier, a un rôle majeur. Ça avait été bien montré aussi. Il y a beaucoup d'études qui montrent à quel point la personnalité du médecin, sa personnalité plus ou moins pessimiste, etc., va biaiser, va influencer la décision ou en tout cas la position des proches dans des situations comme celle-là. Donc ça, c'est important d'en être conscient. Dernier point, dans toutes ces questions de limites et de biais, etc., par rapport à la perception qu'on peut avoir de ce que c'est que le handicap acceptable ou inacceptable, il y a de nombreuses études maintenant, depuis la fin des années 90, qui ont été faites autour du lien entre le handicap vécu et le handicap perçu, c'est-à-dire autour de la qualité de vie de personnes handicapées et de la perception que nous pouvons avoir de la qualité de vie de personnes handicapées. Et ça, c'est largement démontré, y compris dans des situations de très lourd handicap, que ça soit chez les tétraplégiques. La première grande étude qui avait été publiée par Albrecht avait été celle de montrer que si nous demandons si je vous demande là ce que vous pouvez penser de la qualité de vie de tétraplégiques, d'ailleurs que ce soit des soignants ou des citoyens lambda entre guillemets, 90% des personnes pensent que c'est un handicap inacceptable, et si on demande aux tétraplégiques, sont 90% à répondre qu'ils ont une très bonne qualité de vie. Donc c'est aussi vrai dans des situations encore plus lourdes qui sont les patients en locked-in syndrome. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le scaphandre et le papillon, donc des patients qui peuvent juste communiquer avec des mouvements des yeux, donc des handicaps vraiment particulièrement sévères. Et pour autant, voilà, ça ne veut pas dire que tout le monde est un héros du handicap, mais ça veut dire qu'il y a des capacités d'adaptation que nous ne soupçonnons pas du tout quand nous ne sommes pas dans cette situation-là, et que ça fait partie des éléments qui sont importants, puisque aujourd'hui, encore une fois, on avance parfois comme une évidence qu'un handicap serait inacceptable ou pas. Ça souligne évidemment cette difficulté qu'on a d'estimer la qualité de vie d'autrui. Et ce que je voudrais juste dire, c'est que le danger aussi de tout ça, par rapport à ce qu'on pourrait imaginer et projeter de la qualité de vie d'autrui, c'est le danger d'une hiérarchisation éventuellement de la vie. Aujourd'hui, on a de plus en plus de techniques, justement, de techniques d'imagerie, de techniques électrophysiologiques qui amènent à mieux préciser le pronostic neurologique des patients. En soi, c'est quelque chose de très vertueux. Encore une fois, on en parle, hein, ce n'est pas de casser le progrès, mais que nous amènent ces nouvelles techniques? Elles nous amènent bien sûr des connaissances supplémentaires. Mais comment allons-nous utiliser ces connaissances? Comment ces connaissances aujourd'hui sont utilisées? Moi, ce que j'ai vu ces derniers temps, c'est qu'on utilise beaucoup ces connaissances pour pouvoir distinguer deux situations. Et là, on peut vraiment le discuter, à mon avis. C'est deux situations. C'est des situations où les patients ont probablement une évolution vers une absence de réveil, ce qu'on appelle les patients en état végétatif, et puis des patients qui vont au contraire se réveiller. Si on imagine que l'utilisation de ces connaissances est utilisée pour déterminer deux catégories de patients, dont une peut-être pourraient faire l'objet de décisions de limitation et d'arrêt de traitement plus facilement, qui sont les patients qui ne se réveilleront pas, vous voyez bien que là, on est potentiellement dans une dérive où il y a une certaine hiérarchisation de la vie humaine. Et ça me semble extrêmement dangereux. Et aujourd'hui, c'est peu interrogé. Honnêtement, on est tout content d'avoir ces techniques. Elles sont utilisées sans beaucoup de questionnement. Et ça pose deux problèmes. Une stigmatisation d'une population de patients, ce qui est évidemment d'un point de vue éthique inacceptable, et d'autre part, de ne pas s'interroger dans des situations
de moindre handicap. Pourquoi le patient qui reste très, vous voyez, paralysé d'un côté, qui ne peut plus parler, qui en avait déjà marre de la vie, pourquoi lui, on n'interrogerait pas sa qualité de vie et pourquoi lui, on ne prendrait pas une décision de limitation ou d'arrêt de traitement? C'est-à-dire que c'est ça, ça empêche de penser les choses. Aujourd'hui, il me semble en tout cas que dans un certain nombre de cas, de catégoriser comme ça deux types de patients, de grandes catégories de patients, ça nous empêche de penser au cas par cas les décisions médicales. J'ai presque fini parce que je crois que je suis un peu déjà en retard, non? C'est ça, oui. Voilà, dernier point, mais j'en ai dit un mot, c'est qu'évidemment, il y a des enjeux collectifs dans ces décisions, y compris de décisions de limitation et d'arrêt de traitement de la même façon. On va vous dire, bah oui, bien sûr, ça n'a aucun lien, on ne va pas prendre de décision d'arrêt de traitement parce qu'on n'a plus de lit, etc. Mais bon, il y a ces contraintes-là. Il y a des fois, encore une fois, c'est très politiquement incorrect, donc je peux y aller, mais ça arrive qu'on puisse se dire, bah oui, le service est plein à craquer, il y a un patient qui est vraiment très gravement handicapé, qu'est-ce qu'on fait? Enfin bon, j'exagère, ça n'est pas fait comme ça, je vous rassure, mais ça peut faire irruption de temps en temps dans la tête de certains soignants. Il faut faire attention. Et puis, bah, en tout cas, s'il n'y a plus qu'un lit, des fois, on est obligé de réfléchir. Est-ce qu'on va prendre le malade qui est très lourdement handicapé, qui vient d'arriver aux urgences, qui a un risque de décès important, mais qu'on pourra peut-être accompagner mieux, qui va peut-être finalement s'améliorer, mais qui a un risque faible, ou est-ce qu'on va garder le lit pour un autre patient qui aura peut-être un meilleur bénéfice? En réanimation, les questions, elles sont posées comme ça. Ça pose des problèmes. Et puis, il y a des problèmes derrière, c'est qu'on est effectivement regardé sur les durées de séjour. Quand on a des longs séjours, maintenant, on a des commissions de longs séjours pour les séjours extrêmes. Alors, on nous explique pourquoi un tel malade a passé 3 mois ou 6 mois dans le service. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas de la mauvaise pratique médicale derrière? Est-ce qu'on se rend compte qu'on est responsable des coûts que ça a pour l'hôpital, etc. Donc, je vous assure que ça joue. Problème de place d'aval, c'est un élément majeur. J'en ai dit un mot tout à l'heure. Bien sûr qu'aujourd'hui, à quoi ça sert qu'on mette en place plein de choses dans la phase aiguë si on n'a rien à proposer aux patients après? Très bien de mettre en avant le progrès technique. C'est très joli et c'est très médiatique. Voilà, moi, c'est une des limites du progrès que je verrai là. C'est aussi toute la médiatisation qu'on fait autour du progrès technique et du progrès médical. La greffe d'organes, la réanimation, le CARMAT. Bien sûr que c'est magnifique et que c'est des progrès scientifiques absolument majeurs. Mais quelle utilisation on va faire de tout ça et qu'est-ce qui derrière? Combien de patients vont pouvoir bénéficier de ça? Très peu finalement. Ces progrès médicaux vont pouvoir bénéficier à très peu. C'est ça ce qui est mis en évidence. Et pour la majorité de la population aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on pense ça? Où les patients vont-ils décéder? Moi aujourd'hui, bon, voilà, on a des gros soucis aujourd'hui pour admettre des patients qui sont en fin de vie et qui terminent leur vie aux urgences parce qu'il n'y a pas de lit d'hospitalisation et on a pensé que c'était plus important de développer des lits dans des services où il y a plus de techniques qui sont plus rentables, etc. etc. Voilà, donc je suis désolée, c'est mon petit cri de colère, mais je ne peux jamais m'en empêcher parce que je pense que c'est des éléments majeurs. Et le dernier point, voilà aussi un enjeu majeur dans l'évolution technique. Vous savez que c'est un progrès majeur dans l'histoire de la médecine que la possibilité de la greffe d'organes. On y pense depuis des siècles, c'est possible depuis le XXe siècle. Fabuleux, donc on a pu déterminer des nouvelles façons de mourir aussi, puisque vous savez qu'avant on mourait quand même d'un arrêt cardiaque ou d'un arrêt circulatoire, c'est défini depuis le XVIIIe siècle, XIXe. On a vu l'évolution de la mort, c'est passionnant, ça serait le sujet d'un autre propos, je ne peux pas en parler là, mais c'est intéressant. Aujourd'hui, donc il y a la mort cérébrale, et puis maintenant il y a aussi la possibilité potentielle de pouvoir, on peut de nouveau mourir autrement parce qu'on ne peut pas prélever les organes chez des gens qui ne sont pas morts, donc comme il faut être mort, on peut être mort soit par mort cérébrale, soit par arrêt cardiaque. Donc si on fait un arrêt cardiaque, on peut, si on ne repart pas tout de suite, continuer à être réanimé en vue d'un prélèvement d'organes. Vous voyez bien les difficultés auxquelles on peut être confronté entre un enjeu intérêt individuel versus collectif. Voilà ce à quoi nous confronte notre pratique technique, c'est-à-dire de pouvoir penser aussi quel est l'intérêt individuel du patient, lui proposer une technique peut-être pour le sauver, ou alors de lui proposer une technique qui aura un intérêt collectif, qui prolongera sa vie pour pouvoir prélever ses organes, et que parfois ces contraintes-là, quand on nous a dit par exemple que le patient ne souhaitait pas d'escalade thérapeutique, que la famille ne veut pas s'engager vers une escalade thérapeutique, est-ce qu'il est légitime, est-ce qu'il est acceptable moralement, éthiquement, de proposer une réanimation en vue d'un prélèvement d'organes chez un patient qui peut-être aurait pu exprimer autre chose. Voilà, donc pour vous dire tout ça, ça pose plein de questions. Et puis les pays dans lesquels l'euthanasie est maintenant autorisée peuvent aller jusqu'à proposer au moment de l'euthanasie la possibilité de prélèvement d'organes. Ça a été publié, donc on peut se déclarer, demander une euthanasie et ensuite un prélèvement d'organes dans la suite. Donc voilà, c'est vraiment un utilitarisme poussé à l'extrême. Bon, je ne vais pas conclure là-dessus, je vais juste dire que voilà, j'espère ne pas avoir trop créé d'incertitudes, de doutes, de bazar, de complexité, mais moi, ce que je voudrais juste vous dire aujourd'hui, c'est que ce qui me semble justement essentiel, c'est de penser cette complexité et que c'est en pensant cette complexité
En tout cas, c'est mon point de vue et ma conviction la plus profonde, c'est que c'est en pensant cette complexité que la décision médicale sera peut-être la moins mal possible. On est vraiment dans une éthique du moindre mal, là, c'est vraiment quelque chose c'est des décisions qui sont toujours complexes, quelles qu'elles soient, que ce soit les questions de triage, là, entre guillemets, ou les questions de décision de limitation ou d'arrêt de traitement, mais que la complexité des critères, la multiplicité des critères, c'est très important, c'est ce que vous signaliez très justement, et où en tout cas, ça a fait écho par rapport à ma pratique, qu'on est dans des situations d'incertitude médicale toujours, et tant mieux. Parce que moi, ce que je vois dans ma pratique, c'est que si j'étais certaine de l'évolution du patient, quand j'annonce aux familles des situations très graves, s'il n'y avait pas un minimum d'incertitude, il n'y aurait pas d'espoir. Et que l'incertitude fait partie, justement, aussi de ce qui permet l'espoir pour tout le monde, y compris pour les soignants, mais évidemment, surtout, bien sûr, pour le patient et pour les proches. Si on était sûr de savoir d'avance, comment pourrait-on continuer ? Nous devons évidemment continuer ça c'est vraiment pour l'action médicale et décision médicale, être très centré sur les respects, les souhaits, les valeurs du patient. On est donc soumis à ces contraintes organisationnelles, et ce qu'on essaye toujours de faire dans ces situations de limitation et d'arrêt de traitement, c'est vraiment un juste milieu, le juste milieu aristotélicien, avec toute la prudence qu'il faut, c'est-à-dire d'éviter une obstination déraisonnable, un acharnement, ce qu'on appelait avant l'acharnement thérapeutique, mais dans le côté déraisonnable, et puis au contraire des arrêts non justifiés qui viendraient de prophéties autoréalisatrices. Donc bien sûr que c'est difficile, bien sûr qu'on n'apporte pas des réponses mais plus de questions, mais qu'en tout cas ce questionnement nourrit et à mon avis peut éclairer de façon majeure. Pour moi ça a été un éclairage majeur de continuer à réfléchir et de continuer à réfléchir sur ces décisions, et ça ne m'empêche pas de décider, parce que souvent on vous renvoie ça, oui mais tu te poses trop de questions, ça va t'empêcher de décider, etc. Pas du tout, ça me semble aujourd'hui moins difficile de décider en ayant pris en charge toute cette complexité. Et je conclurai vraiment en disant ça, c'est que je pense vraiment qu'il y a une importance majeure dans ces situations de tension éthique qu'on voit là aujourd'hui sur les limites aussi de l'utilisation du progrès médical, une importance majeure de la réflexion éthique dans la pratique médicale. Dans tous les cas, c'est une approche au cas par cas qui permet donc jamais ne se poser sur des procédures. Aujourd'hui, on a une médecine qui se veut très normative, très basée sur des procédures et des protocoles. On ne peut pas, notamment dans ces situations, ne fonctionner qu'avec ça, et c'est vraiment toujours une approche au cas par cas, ce qui permet une compréhension de la situation particulière, une prise en compte de la complexité, c'est-à-dire des multiples facteurs. Je pense que ça, justement, au contraire, ça peut garantir une éthique de la décision médicale dans ces situations, avec beaucoup de prudence, et cette délibération chère à Aristote et qui m'est très chère également, ça, Emmanuel le sait très bien, et que dans tous les cas, on est dans une situation où on va devoir agir. Ça ne nous empêche pas d'agir, c'est un pari dans des situations d'incertitude où on essaye de peser le pour, le contre. C'est une éthique du moindre mal telle qu'elle est définie aussi d'ailleurs par Edgar Morin. Et je vais juste terminer, alors Didier Sicard n'est plus là, mais je voulais citer un petit bout de ce qu'il avait tout petit, ou j'arrête ? Bon, j'arrête alors, c'est pas grave, j'arrête. Je vous remercie.